Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 19h, voici les titres de l'actualité. C'est une particularité ici en Principauté, le jeudi 8 juin, jour de la Fête-Dieu est férié. Les parois sont prévues de rejoindre demain la cathédrale en procession, manifestant ainsi la diversité et l'unité de l'église de Monaco. L'archevêque Monseigneur Dominique Marie-David répondra d'ailleurs à toutes nos questions dans quelques instants. Découvrez dans ce journal les épreuves orales du célèbre concours de langue monégasque. Elles durent environ 15 minutes et mettent à rude épreuve les 1886 élèves qui y participent. Ensuite, vous assisterez à la rencontre entre les jeunes lecteurs du coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre et les auteurs qui participent à ce concours. Des échanges qui vont permettre aux jeunes monégasques de mieux départager les écrivains. Avant-première séance de dédicace ou encore rencontre exclusive avec les stars du petit écran. La 62e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo promet son lot de glamour et de surprises. Plus de détails avec Laurent Pionce, le vice-président de l'événement. Chaque année, quelques jours après la fête des mères, la princesse Charlène se rend dans les chambres du service de maternité du centre hospitalier Princesse Grace. Ce mercredi, elle a ainsi pu rencontrer les jeunes mamans et leurs nouveau-nés. La princesse Charlène a également remis à chacune des mamans différents cadeaux pour les féliciter et pour honorer ses enfants qui sont nés en principauté. La Fête-Dieu fait partie des événements et des traditions chrétiennes de la Principauté. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique Marie-David, pour tout savoir des célébrations qui auront lieu justement demain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la Fête-Dieu est un jour férié en Principauté et représente la solennité du corps et du sang du Christ. Que signifie finalement concrètement cette célébration pour tous les croyants ? C'est une célébration traditionnelle à Monaco et même un jour férié, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. La célébration est vraiment centrée sur ce qu'on appelle le mystère de l'Eucharistie, de reconnaître, c'est la foi catholique, que le Christ est vraiment présent dans son corps et dans son sang sous les apparences du pain et du vin. Et ce jour est consacré à méditer sur ce mystère et même à exprimer publiquement cette foi en la présence de Dieu, de Jésus dans l'Eucharistie, par une messe souvent suivie d'une procession. Et c'est ce que nous faisons à Monaco déjà depuis de très nombreuses années, en ayant ce temps de cheminement, de procession à travers les rues du Rocher. Cette année, la Fête-Dieu aura une dimension particulière pour devenir également la fête du diocèse. Alors, quelles sont justement les petites nouveautés pour cette année 2023 ? Alors, ce n'est pas la première fois que le diocèse se rassemble. Même cette fête du diocèse a déjà eu d'autres manifestations dans le passé. Mais il nous a semblé intéressant de conjuguer à la fois cette fête traditionnelle à Monaco, où déjà se rassemblent de nombreux monégasques et résidents représentant les différentes communautés, mais de le vivre aussi dans la dynamique que le pape François nous a invités à prendre dès l'année dernière d'une démarche synodale où on privilégie les instants de communion, de transversalité en vue d'un témoignage plus enthousiaste, plus heureux de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Donc nous voulons conjuguer les deux, à la fois la tradition et en même temps des aspects de nouveauté. Toutes les paroisses monteront, chacune à partir de leur église, vers la cathédrale, où aura lieu la célébration de la messe à 17h, manifestant ainsi à la fois la diversité et l'unité de notre diocèse. Et nous prolongerons la messe et la procession traditionnelle par un temps convivial. Un vrai rassemblement, vous le disiez, pour tout le diocèse. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté d'un diocèse, en fait, si je puis dire ? Alors, un diocèse qui ne se regarde pas lui-même, ça peut toujours être la tentation de se regarder, mais c'est surtout de goûter la joie d'être ensemble et de pouvoir exprimer ce bonheur de porter ce trésor de l'Évangile, cette joie de l'Évangile, comme dit le pape François, d'en être les témoins et de pouvoir le partager au plus grand nombre. Voilà pourquoi cette soirée, et je le souhaite du fond du cœur, sera ouverte au plus grand nombre, même des personnes en recherche, des personnes moins familières de l'Église et de ses rassemblements, seront tout à fait les bienvenus pour ce temps de fête, de partage et de foi et d'espérance, parce que nous avons aussi besoin à Monaco comme dans le reste du monde d'une bonne dose d'espérance par les temps qui sont les nôtres.
Merci beaucoup à vous, Monseigneur Dominique. Je vous en prie, Marie-David. je vous en prie. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous parlions des épreuves écrites du concours de langue monégasque. Eh bien, ce mercredi matin, les épreuves orales se sont déroulées au cœur de la mairie. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi en ont suivi une partie pour vous. Reportage. Les épreuves orales se déroulent dans la salle du conseil de la mairie depuis lundi. Les élèves se succèdent pour passer cette orale qui dure en moyenne de 10 à 15 minutes. Nous avions 1886 élèves et nous avons, après correction, sélectionné une dizaine d'élèves par niveau. Donc en CM2, une dizaine, et puis ainsi de suite par rapport au secondaire également. Ils passent les oraux en présence d'un jury composé par un représentant de la mairie, un représentant du comité des traditions monégasques et un enseignant de langue monégasque. Se présenter, lire, répondre à des questions sur un texte proposé, parler de la vie quotidienne aussi, tout cela en monégasque bien sûr. Voici ce qui est demandé à ces élèves. On est un peu stressé, mais franchement, on vient de réviser un peu avec notre cahier et ça devrait bien se passer, on espère en tout cas. Finalement, qu'est-ce que vous avez révisé pour cette orale que vous n'aviez peut-être pas révisé pour les épreuves écrites ? Un peu le vocabulaire qu'on a vu toute l'année, les temps des verbes. J'aime bien le concept d'apprendre la langue du pays où on est, parce que souvent dans les infos on apprend qu'il y a des langues qui disparaissent, et je trouve que c'est important de continuer à l'apprendre pour la perdurer, pour éviter qu'elle ait le même destin que beaucoup d'autres langues dont on apprend hélas la disparition de plus en plus. Prochain rendez-vous lié au concours de monégasque, la remise des prix ici même dans la cour d'honneur le 22 juin. Un hommage particulier sera rendu au prince Régnier III dans le cadre de son centenaire. C'est un moment toujours très attendu par les jeunes lecteurs du coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Ils ont rencontré mardi les auteurs qui font partie de l'ultime sélection d'ouvrages retenus pour obtenir cette récompense. Patricia Navarro et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à leurs échanges. C'est au mois d'octobre prochain que sera officiellement connu le nom du lauréat 2023 du prix du coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Mais c'est depuis le mois de septembre dernier déjà que les lycéens, transformés pour l'occasion en jurés, sont à pied d'œuvre. Ils ont été amenés à lire une dizaine d'ouvrages pour n'en retenir finalement que 5. Et pour les départager, au-delà de l'intérêt porté à chacun des livres, il leur a été offert la possibilité d'échanger avec les auteurs. Une rencontre sous la forme d'un speed dating. Rencontrer des lycéens, c'est très différent de rencontrer le public qui se rend au salon littéraire. Et donc, de venir ici, c'est me confronter en fait, à un point de vue différent de celui que j'entends toujours. Donc, j'adore. Rentrer dans le cerveau d'un auteur, adopter sa manière de penser, c'est extrêmement riche. Et puis, c'est un exercice formidable. Leurs questions sont extrêmement spontanées, elles sont sans barrière, sans filtre, et ça c'est très agréable. Après, honnêtement, voir autant de jeunes dans une même salle qui ont lu des livres ou qui vont les lire, pour moi c'est magique. Les auteurs sont passés de table en table pour répondre aux nombreuses questions des lycéens qui attendaient avec impatience cette rencontre qui leur a permis de mieux comprendre le travail d'écriture tant sur la forme que sur le fond. En fait, c'est un moment de partage où l'œuvre qu'on a lue, on voit par qui elle a été écrite et comment. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante parce qu'on comprend les idées derrière, les choses qui ne sont pas forcément expliquées. Quand j'ai commencé à lire les livres, je me suis dit ça m'intéresserait vraiment de savoir par les chemins, les étapes qu'ils ont pris. Ça m'a vraiment intéressé de savoir l'auteur, comment lui, si par exemple c'était sa vie ou s'il a pris des exemples de la vie de quelqu'un de sa famille ou de son entourage. Cette expérience unique aura eu le mérite non seulement d'éveiller le désir de lecture chez ces lycéens, mais aussi de les préparer aux futures échéances scolaires qui les attendent, avec les épreuves de français du baccalauréat, puis le grand oral en terminale, qui demande une aisance orale et de porter avec conviction leur choix de thématique. C'est ce qu'ils ont été amenés à faire dans le cadre du coup de cœur des lycéens, en débattant pour conduire leur ouvrage préféré jusqu'en finale.
Le festival de télévision de Monte-Carlo prendra de nouveau possession du Grimaldi Forum du 16 au 20 juin prochain. Et cette édition 2023 s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle avec de nombreux inédits. Pour nous en parler, Laurent Pionce, le vice-président délégué de l'événement, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quels vont être les moments forts de ce 62e festival de TV de Monte-Carlo ? Beaucoup de moments forts, notamment dès l'ouverture, donc le vendredi 16 juin au Grimaldi Forum, avec une avant-première mondiale qui sera diffusée donc, au Grimaldi Forum. C'est une production Amazon Prime, donc une fois de plus, une participation d'une plateforme digitale en présence du cast et notamment de Harlan Coben qui est le réalisateur. D'ailleurs, la série est tirée de son roman. C'est vrai que vous parliez à l'instant d'Amazon Prime, un petit peu de ces plateformes VOD, mais il faut toujours être avant-gardiste, je suppose, des tendances. Quelle est justement la réalité de ce marché et comment de votre côté vous arrivez à chaque fois finalement à suivre la marche ? Il est important pour nous d'être toujours les premiers parce que nous avons quand même de plus en plus de festivals en Europe qui s'installent. Donc nous, la différence, c'est que nous sommes un festival qui n'est pas uniquement dédié aux séries, il est important de le rappeler, puisque nous sommes un festival qui est dédié à tous les contenus. C'est que nous avons dans notre compétition, nous avons une catégorie fiction, mais nous avons également une catégorie actualité. Cette année, d'ailleurs, nous avons également un prix donc, de l'acteur le plus promising, qui va être remis donc, à Julia de Menez pour son rôle de Brigitte Bardot. Et on est convaincu c'est une actrice qui va faire une très grande carrière. Là aussi, par le biais de cette award, on se veut visionnaire également sur la carrière des actrices ou des acteurs. Et le clou de la manifestation, c'est la clôture, la remise des prix, durant laquelle donc plus de 9 d'or seront remises, mais également une nymphe d'honneur à Howard Gordon, qui est le producteur, créateur notamment de 24 heures, Homeland. Vous parliez des nymphes d'or, c'est vrai, elles sont toujours très, très attendues pendant le festival, mais j'aimerais que l'on parle du prix spécial du prince Régnier III qui prend encore plus de sens cette année avec le centenaire de sa naissance. Exact, oui, c'est vrai. D'ailleurs, un hommage sera réservé donc au prince Régnier III, qui est, je le rappelle, le créateur du festival de télévision en 1961. Nous aurons une petite vidéo qui va être diffusée lors de l'ouverture, mais également une exposition photo qui est installée au Grimaldi Forum et qui durera durant toute la manifestation. Ça sera un grand moment. Et comme vous le dites à juste titre, donc son prix a pris une part très importante dans la compétition, car c'est une catégorie à part entière. Un mot forcément sur le jury de cette édition avec le célèbre John Goodman qui sera président. Comment vous décririez un petit peu ce jury pour cette 62e édition ? Écoutez, je suis très content du jury. Après, donc, les membres du jury qui vont l'entourer tout au long de la manifestation, c'est un mélange de professionnels et d'acteurs ou actrices, et très international, puisque nous avons différentes nationalités. Donc il y a une sélection officielle qui est projetée tout au long de la manifestation, et ça nous permet également, dans cette sélection officielle, d'avoir un grand nombre d'avant-premières mondiales ou avant-premières internationales. Dernière question pour animer cette cérémonie. Les spectateurs pourront découvrir un duo inédit, un Américain et une Française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors bien sûr, donc, il y aura l'acteur Ricky Whittles, qui est un ami du festival de télévision, puisqu'il a été président, il est revenu l'an dernier. Et cette année, quand on lui a proposé donc, de présenter la soirée, il a tout de suite saisi l'opportunité. Et ça nous fait très plaisir. Et il sera également donc, en binôme avec Lena Situation, qui est une créatrice de contenu, qui est suivie par plusieurs millions de followers. Et pour nous, c'était très important parce qu'aujourd'hui, tout a évolué, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au cinéma et aux plateformes digitales. Il est vrai que le consommateur a complètement changé sa façon de consommer les contenus. On veut consommer où on veut, quand on veut, et sur n'importe quel support. C'est pour ça que de plus en plus, les plateformes digitales prennent de l'importance, que de plus en plus de studios lancent leur propre plateforme digitale. Et là, c'est vrai que nous, on travaille aussi avec ces nouveaux médias que l'on appelle les influenceurs, car ils apportent une visibilité énorme au festival de télévision. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. C'est toujours mon plaisir. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco organise régulièrement des conférences. La dernière en date était avec l'historien Claude Passé. Il est venu présenter son livre « Monaco, place forte », un livre qui retrace l'architecture militaire du XIIIe au XVIIIe siècle. Je vous propose d'écouter Claude Passé au micro de Fabien Bonilla. L'intérêt de ce livre, c'est d'abord de montrer qu'à Monaco, on a un patrimoine militaire, archéologique et militaire
fantastique, méconnu, qu'il faut valoriser. C'est un patrimoine militaire architectural qui s'est construit à partir de 1215, lorsque les Génois sont venus s'installer à Monaco. Ils ont construit un fort. Quelques années plus tard, ils ont construit un deuxième château, le château Neuf, à côté du ministère d'État. Le but de cette fortification, c'est du 13e au début du 15e, pour les Génois qui étaient sur Monaco, de montrer qu'ils étaient là, maintenir une présence militaire pour le port marchand du port, et pour les Grimaldi, à partir du début du 15e, affirmer leur souveraineté et leur indépendance. Donc quand on est armé, qu'on peut se défendre, eh bien là, je crois que personne n'ose trop s'attaquer à plus petit. C'est 40 ans de recherche que j'ai regroupé, j'ai invalidé des hypothèses que j'avais mises en 97 par exemple, j'ai fait beaucoup de recherches transversales, c'est-à-dire voir ce qu'on fait du côté italien en Ligurie. Prochaine conférence organisée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco le 10 juin à 18h avec pour thème la vallée des merveilles et les découvertes archéologiques après la tempête dans la vallée de la Roya. Sensibilita est une exposition consacrée à la pratique de la photographie sur les processus de création de l'image. Pour l'artiste, c'est un lieu d'enregistrement de ses expériences et de sa visualisation. Entre âme humaine et chimie, Renato Leotta trouve ses inspirations dans la littérature, l'anthropologie et le mythe. Je vous propose d'écouter son curateur Mariana Veselio, interrogée par Vanessa Dessy. È una mostra che raccoglie una serie di opere, l'artista lavora prevalentemente con pittura su tela e tessuto, fotografia e scultura, ma la mostra verte sulla fotografia, è una mostra di fotografie. Tecnica che l'artista utilizza per registrare gli aspetti effimeri, temporanei del mondo naturale e del mondo che ci circonda. L'artista nasce a Torino ma cresce tra Torino e la Sicilia e la sua pratica proprio si concentra su questa raccolta di fenomeni come la caduta di un frutto che traccia un solco nel terreno, come la luce di bioluminescenze del plancton ad esempio all'interno del mare, come i solchi lasciati dalle maree sulla spiaggia. L'exposition Sensibilita est à découvrir à la galerie du Quai Antoine Ier jusqu'au 6 octobre prochain. Charles Leclerc a réuni plus de 400 000 € pour les victimes des inondations qui ont eu lieu dernièrement en Émilie-Romagne. Le pilote monégasque a en effet vendu le casque, la combinaison, les gants et les bottines qu'il portait pour le dernier Grand Prix de Monaco. La vente aux enchères était d'ailleurs organisée par Sotheby's Monaco. Si vous souhaitez obtenir une bourse d'études ou une bourse de promotion sociale, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà déposer votre demande en ligne sur monguichet.mc à la section éducation, puis demander une bourse. Lancée l'année dernière, la dématérialisation de cette démarche avait bénéficié d'un véritable engouement auprès des usagers avec près de 95% des dossiers déposés en ligne. Attention, pour bénéficier de l'une de ces bourses, vous devez répondre à des critères bien précis. La démarche est disponible jusqu'au vendredi 29 septembre, 14h. N'hésitez pas à aller vous inscrire ou vous renseigner donc directement sur le site monguichet.mc. La plateforme de candidature de la 28e édition du concours de création d'entreprises à Monaco est désormais ouverte. Ce concours organisé par la GCI Monaco permet d'offrir un tremplin pour le lancement de projets innovants en principauté de Monaco. Pour tenter alors de succéder aux gagnants 2022, les entrepreneurs sont invités à s'inscrire au plus vite. Pour cela, il vous faudra remplir un dossier en ligne disponible sur le site internet de la JCE. Une soirée qui s'intitule Téléthon Merci s'est tenue hier soir à la Maison des Associations. Cette réunion avait pour but de saluer les organisateurs bénévoles ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré dans ce dernier Téléthon. Les résultats de l'édition monégasque 2022 ont aussi été dévoilés avec plus de 58 000 € récoltés. Des chiffres malheureusement impactés par des conditions météo défavorables le week-end du Téléthon en décembre dernier. Conjointement à la Monaco Art Week, la 7e édition du salon Art Monte Carlo aura lieu le 8 et le 9 juillet prochain au Grimaldi Forum, une manifestation qui s'adresse aux amateurs d'art et de design. Thomas Hugues, directeur du salon, est au micro d'Émilie Terrasson sur des images d'Olivier Bonello.
Alors l'objectif, c'est de rassembler à Monaco, mais aussi sur la Côte d'Azur, les acteurs majeurs dans le marché de l'art contemporain et de l'art moderne, avec une sélection assez restreinte d'une quarantaine de galeries internationales, et d'offrir ce plateau aux visiteurs venant de la région, mais aussi aux visiteurs internationaux qui peuvent être attirés par la qualité de notre manifestation. Parmi ces 40 galeries, il y a des galeries surtout européennes, mais américaines aussi. Il y a une majorité de galeries d'art contemporain, mais aussi des galeries qui proposent un programme un petit peu plus historique, je dirais, avec des œuvres allant jusqu'au début du XXe siècle. Rendez-vous donc les 8 et 9 juillet prochains pour découvrir toutes ces œuvres. Petit tour pour tout savoir de la météo qui vous attend pour ce jeudi 8 juin avec Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Toujours des orages sur la région, même si le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures oscilleront de 16 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h08 et nous fêterons les Médards. Et malgré une météo capricieuse ces derniers jours, la Splash Party a eu lieu cet après-midi au stade nautique Régnier 3. Fortement appréciée par les adolescents, elle connaît un grand succès à chaque édition. Frédéric Néberger, notre photographe, vous fait découvrir le meilleur de cette journée festive. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal sur Monaco Info. Demain, c'est Émilie Rousseau qui prend les commandes de cette édition. De mon côté, j'espère vous revoir très vite sur notre antenne. À bientôt.